docteur Mourad Mokni, dermatologue, qui vient de Tunis. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la séance. Et je suis extrêmement content d'être parmi vous et je remercie beaucoup Jean Genin de m'avoir invité à présenter cette communication. Et je le remercie aussi parce qu'il m'a poussé à être nouveau membre, un tout jeune membre de votre société. Et donc, ça a marché. Tout à l'heure, ça a marché. C'est bon? Voilà. Je n'ai pas de conflit d'intérêt vis-à-vis de cette présentation. Et, excusez-moi. D'accord. Bon, j'ai mis une photo de Jean et moi-même au Turkménistan pour lui faire plaisir. Je ne sais pas, elle a disparu. Je pense que vous me passez l'ancienne, mais ce n'est pas grave. Donc, non, il n'y a aucun problème. Donc, la leishmaniose cutanée, je sais que vous êtes, parmi vous, il y a beaucoup de leishmaniaques et d'experts. Donc, ça rejoint presque le monde entier. Et la morbidité est très importante. Et on voit que les 10 pays où la morbidité est la plus importante concernent surtout l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Pour ma présentation, pour être rapide, j'ai essayé de voir la littérature, ce qui est attendu, et le deuxième volet de ce qui n'est pas attendu dans la littérature, et le troisième volet, j'ai ajouté un peu mon expérience personnelle. Donc, en matière de droits humains, la leishmaniose, le phlébotome, je ne pense pas que le phlébotome va chercher les gens les plus pauvres, mais malheureusement, la leishmaniose est largement associée à la pauvreté. Donc, la pauvreté comme facteur majeur. La pauvreté est le principal déterminant sous-jacent de la leishmaniose. La maladie atteint essentiellement les faibles revenus, donc moins d'$1 par jour. La pauvreté est associée à des facteurs qui augmentent le risque, on l'a dit, comme les mauvaises conditions de logement, le fait de dormir à l'extérieur ou sur le sol et la promiscuité dans les leishmanioses anthropo-onitiques. Donc, les formes les plus sévères entraînent des pertes financières et économiques importantes pour 75% des ménages touchés par la maladie en Asie et en Afrique. Et les pertes annuelles de productivité économique ont été estimées à 6 à 30% parmi les ménages affectés. Donc, ce qui est attendu, il y a eu, bien sûr, comme on l'a dit dans les présentations précédentes, non seulement les femmes représentent la majorité des pauvres, mais les impacts financiers des leishmanioses sont vécus de manière plus importante par les femmes. Les présentations cliniques tardives des femmes sont principalement dues à des limites financières et à une connaissance insuffisante de la maladie. Le manque de soignants féminins constitue un obstacle important dans des pays comme l'Afghanistan, où il y a une endémicité importante de la leishmaniose, où les femmes ne sont souvent pas autorisées à consulter des soignants masculins. Pour se payer un traitement et éviter les cicatrices, les femmes peuvent vendre leurs biens et en souffrir financièrement. La stigmatisation limite la mobilité des femmes et leur capacité à travailler, ce qui affecte les opportunités économiques. Donc, en matière de qualité de vie et d'impact psychologique, on retrouve, bien sûr, quand on voit les lésions de leishmaniose, chez des femmes ou même des hommes, au niveau de la face, on s'attend à des séquelles importantes et à une stigmatisation importante. C'est évident, on n'a pas besoin d'études. Mais quand même, il y a eu plusieurs études
qui évaluent l'impact psychologique de la leishmaniose, donc des études en Iran, des études au Maroc, en Tunisie et des témoignages OMM et partout dans le monde, à l'Équateur. Et dans toutes ces études, il révèle une diminution significative de la satisfaction corporelle et de la qualité de vie chez les patients atteints de leishmaniose. L'auto-isolement sévère et le mépris de soi peuvent parfois même contribuer aux idées suicidaires. La stigmatisation entrave encore plus le comportement de recherche de traitement en raison de la honte d'être vu en public. Et bien sûr, l'exclusion sociale et l'isolement qui en résulte induisent une autostigmatisation intériorisée et une diminution de l'estime de soi qui contribue à leur tour aux manifestations psychologiques de stress, d'anxiété, de dépression. C'est les conclusions de toutes ces études. Le fardeau psychologique de la leishmaniose a été bien documenté dans la littérature. On estime que 70% de tous les cas présentent un certain degré de morbidité psychologique qui dépend généralement de la gravité, bien sûr, de la visibilité et de la défiguration des lésions. En plus, les idées fausses sur la transmission de la maladie alimentent la stigmatisation et la discrimination, car de nombreuses sociétés croient à tort que la leishmaniose est directement contagieuse par contact de personne à personne. Si on voit les femmes spécifiquement, par exemple, dans une petite étude faite en Afghanistan, c'est un questionnaire, 54% des 94 répondants ont déclaré que leurs enfants se sentaient défigurés. 22% ont déclaré qu'une mère atteinte de leishmaniose ne devait pas allaiter son enfant et 22% ont déclaré qu'une femme présentant une lésion ou une cicatrice de leishmaniose aura de difficulté à trouver un mari. Le plus grand fardeau psychosocial de la leishmaniose est vécu par les jeunes femmes célibataires, en particulier celles qui ont des cicatrices faciales. Les femmes rapportent systématiquement que les lésions altèrent la perception de la beauté et provoquent une image corporelle négative, ce qui a un impact important sur les possibilités de mariage. Les femmes ont tendance à être moins susceptibles que les hommes de chercher un traitement rapidement, souvent en raison de l'accessibilité limitée aux soins de santé. On l'a répété dans les séances précédentes, ou des barrières culturelles. Et un traitement intempestif entraîne des cicatrices et aggrave la maladie. Et les femmes peuvent souffrir financièrement en essayant de se payer des traitements de base ou des solutions chirurgicales très coûteuses. Par contre, ce qui n'était pas attendu dans la revue de la littérature, c'est que dans certaines études, ici par exemple à Meknes au Maroc, cette étude ne lie pas la distribution de la leishmaniose cutanée à la pauvreté. Aussi, dans cette étude au Maroc, elle montre que seule la leishmaniose viscérale est liée à la pauvreté. Une étude au Sri Lanka, une étude de qualité de vie, montre qu'il y a un impact très faible sur la qualité de vie de la leishmaniose cutanée. C'est comme une stabilisation de la maladie dans cette société. Et on voit que dans ces échelles de qualité de vie, une deuxième étude au Sri Lanka, et il semble qu'il y a très peu d'impact de la leishmaniose cutanée en matière de qualité de vie. Et au Suriname aussi, par exemple, on voit, ils sont intéressés sur la localisation de la leishmaniose, et cette étude qui s'intéresse sur la localisation de la leishmaniose, ils ont fait deux groupes de la localisation d'atteinte de la face, un groupe des membres supérieurs, un groupe des membres inférieurs. Et ce qui est étonnant, c'est le groupe des membres inférieurs, qui est où les patients où le membre inférieur est atteint, c'est eux qui souffrent le plus en matière de qualité de vie, parce que peut-être leur souci n'est pas esthétique, leur souci est fonctionnel pour le travail. Et d'où des articles dans celui-ci qui nuancent un peu cette notion de stigmatisation et de la leishmaniose au Suriname, et pour, selon ces auteurs, pour éviter une
un populisme dans dans l'évaluation de la qualité de vie. Bon, sur le plan dans la vraie vie, si on revoit tous ces problèmes de leishmaniose chez la femme et chez l'enfant, le premier point, est-ce que c'est étonnant qu'on ait une morbidité très importante de la leishmaniose chez les enfants? On n'est pas du tout étonné parce que c'est un problème, comme vous le savez, simplement immunologique. Dans tous les distributions des foyers anciens de leishmaniose, les enfants, ce sont les patients les plus atteints. Donc, on voit, selon l'âge, l'enfant est plus atteint pour une question toute bête d'immunologie, parce que dans les vieux foyers de leishmaniose, les adultes sont immunisés, bien que la leishmaniose, ce n'est pas une immunisation longue, mais le phlébotome va revacciner les gens contre cette maladie, et seuls les enfants naïfs vont avoir la maladie, donc avec des interdémoréactions à la leishmanie qui sont positifs, surtout quand on est adulte, et des lésions cutanées, surtout chez les enfants susceptibles. Donc, c'est quelque chose qui est relativement attendu. Le deuxième point, on s'est intéressé il y a quelques années, une dizaine d'années, à revoir l'histoire naturelle de la leishmaniose cutanée en Tunisie chez les patients qui n'ont pas été traités, soit des groupes de placebo, et on a eu une cohorte qu'on a suivie 2 ans, elle n'a pas eu de traitement d'enfants, 83 sujets, 250 lésions, avec la répartition des lésions. Et on sait en courbe de survie quelle est l'histoire naturelle sans traitement de la leishmaniose cutanée à leishmania major en Tunisie au moins. Les gens sont infectés globalement au mois de juillet et juin, et les lésions apparaissent en septembre et guérissent totalement en mai. Et parce qu'on a l'idée que la leishmaniose égale cicatrice, on était surpris que les cicatrices sont retrouvées chez moins de 50% des cas, et donc il faut aussi un peu peut-être relativiser. Et la dernière chose, je voulais vous aussi peut-être ce qui est, je voulais insister sur l'une des formes qui est stigmatisante de la leishmaniose cutanée. Je vous donne un exemple d'une de mes mésaventures au Kenya avec un collègue espagnol. On m'a invité, l'OMS, l'ex-unité de Jean, on m'a invité pour voir en expertise au Kenya parce qu'ils avaient dans un village, une partie du Kenya, ils avaient un problème de traitement de la leishmaniose. Les malades étaient résistants contre le traitement, et donc on m'a envoyé pour faire un workshop pour comment traiter, etc. Et donc, quand on a vu les patients à l'hôpital, les patients de se présenter sous cette présentation le premier jour, et donc il avait ces lésions de leishmaniose, et donc presque tous les patients étaient comme ça. Honnêtement, j'étais supposé être l'expert qui va voir les choses, mais c'était très étonnant. Et donc, ce qui était très étonnant, c'est que presque tous les patients avaient une forme particulière de leishmaniose qu'on appelle leishmaniose cutanée récidivante. Et cette leishmaniose, d'une façon générale, dans le monde, elle est moins de 10% des leishmanioses d'une façon générale. Et elle est due généralement à leishmania tropica, et au Kenya, il y avait leishmania tropica, donc c'était pas un problème, mais quand même, 100% des malades qui étaient à l'hôpital sont à leishmania récidivans, alors que généralement, on s'attendait que uniquement moins de 10% avaient cette forme de leishmaniose. Et donc, globalement, quand on voit le spectre de la leishmaniose, leishmania cutanée récidivans, c'est le petit carré noir en bas. Et quand on a vu le premier jour, c'était le contraire. On ne voyait presque pas de lésions normales
et tous étaient des récidivants. Et donc, j'ai envoyé à José, notre ami José, que Jean, je lui ai dit, il y a un problème à l'hôpital, on voit les malades, tous étaient récidivants, donc je ne sais pas ce qui se passait. Le deuxième jour, on était dans la communauté. Et donc, on voyait des légions de Leishmania récidivans, mais on voyait aussi la majorité des formes classiques ulcéro-nodulaires. Et donc, c'était mixte, ce n'était pas uniquement mixte, c'était beaucoup plus des leishmanioses habituelles classiques. Et donc, ce qu'on voyait, en fait, c'est un biais de sélection, c'est les malades qui ont été sélectionnés à l'hôpital, c'était les malades qui ne guérissaient pas. Et donc, et en fait, dans la communauté, donc on sélectionnait ces malades et les malades normaux ne consultaient même pas, ne cherchaient pas de traitement parce qu'ils avaient des lésions qui sont de petite taille, qui ne posaient pas de problème et même les mamans ne voulaient pas traiter leurs enfants. Donc, on était uniquement, on voyait que le top de l'iceberg. Et cette leishmaniose cutanée récidivans qu'on n'arrivait pas à traiter, en fait, ce n'est pas parce que les médecins ne savaient pas, parce que c'est une maladie qui est difficile à traiter. Donc, ça donne des plaques cicatricielles à bordure active, une maladie chronique caractérisée par une réponse immune forte, mais un faible nombre de parasites, mais malheureusement une très mauvaise réponse thérapeutique et un effet très stigmatisant. Vous voyez qu'elle donne des cicatrices qui sont évolutives et qui ne guérissent presque jamais. Et malheureusement, on a des réponses thérapeutiques très, très mauvaises, malgré que qu'il y a une bonne réponse immune contre la leishmaniose. Voilà. Et après notre passage, quand même, ils ont décrit beaucoup de cas parce que il y a trop de cas dans cette zone. Voilà, bien sûr, c'est à mon avis la forme la plus stigmatisante, mais il ne faut pas oublier bien sûr les autres formes graves et mutilantes de la maladie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie encore une fois Jean pour sa gentille invitation et j'espère contribuer modestement à votre société. Merci beaucoup. Contribuez modestement, vous contribuez bien aux présentations de cette société. Merci. Bien. Alors, y a-t-il des questions? Alors, donc ça, alors, Pierre Martin, peut-être pas le premier, là. Bon, allez, vas-y. Merci, Pierre. Merci beaucoup pour cette belle présentation, justement, qui montre tout le côté des séquelles liées, cicatricielles, liées à leishmania. La plupart, là, c'est du leishmania major, à part à la fin, où c'est plutôt du tropica. Moi, j'en reviens à commenter en se rappelant ce que faisaient les Iraniens, la fameuse leishmanisation préventive dans la face antérieure du bras, puisque comme on l'a dit là, effectivement, c'est une pathologie assez immunisante. Et donc, justement, pour éviter ce genre de manifestation, n'y aurait-il pas intérêt pour les pouvoirs publics, dans une démarche de santé publique, justement, de protéger les populations qui sont dans des zones où la pression parasitaire est importante, avec de nombreuses piqûres de phlébotome, à utiliser entre guillemets, ce vaccin qui était la leishmanisation préventive des Iraniens. Alors, est-ce que les Iraniens ont abandonné? Est-ce qu'ils le font toujours? Parce que, bien entendu, il y a toujours c'est pas très dénué d'insécurité de donner du parasite vivant, même si c'est à un endroit où ça ne se voit pas, quoi. Merci pour cette question qui est très intéressante. Bon, ça pose globalement le problème général des vaccins dans la leishmaniose. Malheureusement, ça fait peut-être plus que 30 ans
où les gens travaillent, il y a des gens qui ont fait toute leur carrière sur le vaccin. Malheureusement, le vaccin n'est pas venu. Donc, c'est globalement le problème de la vaccination dans les leishmanioses qui, jusqu'à maintenant, malheureusement, reste un échec et on ne voit pas le vaccin qui va venir. Pour la leishmanisation, bon, je peux pas... je pense que certainement dans des zones reculées de quelques endroits du monde, peut-être les gens le font encore. Le problème, ce n'est personne, mais même l'OMS, aucun État, aucun organisme officiel ne va pousser à faire ça pour les raisons que vous avez déjà évoquées, parce qu'il y aura toujours une non-standardisation, il y a toujours ces Covid, HIV, etc., etc. Il y aura toujours ce problème de la crainte qu'il y ait un autre agent ou quelque chose, parce qu'on va prendre d'une lésion et de quelqu'un et l'inoculer dans un autre. Donc, ça, je pense que, c'est vrai qu'il y a un problème de sécurité net et je pense que personne ne va conseiller cette initiative qui est très intéressante et efficace. Le problème, c'est que ça pose un problème d'éthique et de sécurité. Voilà. Très bien, je vous remercie pour la précision de la réponse. Madame, vous avez la parole. Ah, excusez-moi. Non, c'est pour madame. Oui, merci. Juste une question au niveau de l'accessibilité aux soins et le diagnostic rapide. Je sais que dans nos contextes, peut-être que ce n'est pas le même. Il y a pénurie de dermatologues, on n'en trouve pas partout dans les communautés. Et en plus, le diagnostic différentiel des lésions cutanées, c'est souvent assez difficile. Alors, est-ce que vous avez été confronté à ces deux problèmes où, quand on a quand même un agent de santé, il a du mal à poser le diagnostic et des zones aussi où il n'y a personne? Est-ce que vous n'avez pas été confronté à cela? Merci. Merci. Bon, on est certainement confronté à ce genre de problème. Pourquoi? Parce que le diagnostic, si on n'a pas quelqu'un qui est expérimenté au microscope, le diagnostic est difficile. C'est difficile d'avoir des PCR partout, etc. Donc, on est toujours confronté. On est moins confronté dans des pays, par exemple, comme peut-être la Tunisie. Je donne l'exemple où la Tunisie, on est moins confronté. Pourquoi? Parce que généralement, même s'il n'y a pas beaucoup de médecins, s'il n'y a pas dans des zones d'endémie où les gens voient beaucoup de leishmaniose, il arrive à détecter. Le diagnostic clinique est relativement bon, avec bien sûr des erreurs acceptables. Mais par exemple, j'ai été sollicité il y a 3 mois au Ghana pour des ulcères de jambes chez les enfants, où on est sûr qu'il y a 30% uniquement de leishmaniose parce que ça a été testé. Maintenant, les 70% des autres, on est en train de les tester, on ne sait pas quel germe. Les lésions se ressemblent. Par exemple, les lésions de leishmaniose se ressemblent comme 2 gouttes aux lésions de pion, par exemple. Donc, la situation est beaucoup plus complexe et plus difficile. Et comme on n'a pas de tests partout, donc ça pose un gros problème, surtout, ça dépend du contexte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je me permets de rajouter aussi quelque chose là-dessus par rapport aux techniques de diagnostic. C'est vrai qu'aujourd'hui, on recommande beaucoup les TDR, les tests de diagnostic rapide. Mais il n'y a pas de TDR disponible à partir de prélèvements cutanés. Même on pourrait envisager pour des agents de santé non expérimentés qu'avec un petit grattage, on pourrait obtenir un TDR facile. Mais ça n'existe pas. Dans le domaine de la leishmaniose cutanée, on a soit la bonne vieille microscopie sur un petit grattage simple, mais il faut que l'agent de santé sache lire au microscope, et sinon ça passe tout de suite à la biologie moléculaire, à la PCR et à des techniques très sophistiquées. On n'a pas le simple TDR
comme on a dans des pathologies qu'on connaît bien ces derniers temps, à partir de prélèvements salivaires ou de prélèvements d'une goutte de sang. Voilà. On a quelque chose, mais qui n'est pas encore validé à 100% et qui n'est pas valable pour validé pour tous les types de leishmaniose. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, il y a une question par les personnes qui sont en distanciel qui demandent en quoi la leishmaniose cutanée est particulière aux femmes par rapport aux hommes, par rapport à l'ensemble de l'espèce humaine. Moi, j'ai une idée, mais c'est la question qui a été posée. Bon, donc, je vous demande de nous donner votre idée avant, Donc, parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'idées. Mon idée est pour Moi, j'ai pas beaucoup d'idées. une jeune femme en âge de mariage, ou même mariée, et vivant quelque part au Maghreb, c'est peut-être assez désagréable d'avoir une vilaine lésion sur la joue ou sur le front. Bon, il est clair que quand on a une cicatrice, comme je l'ai montré, pour ce que ce soit une femme ou un homme, c'est quelque chose de très, très, à mon avis, handicapant. Mais c'est vrai, d'une façon générale, jusqu'à maintenant, le genre féminin est peut-être plus sensible pour ce genre de… pas uniquement en matière de stigmatisation, et comme on l'a dit, dans certaines sociétés, il ne faut pas se voiler la face, dans certaines sociétés, comme on l'a vu, peut handicaper la femme socialement dans le mariage, etc., dans les relations, et donc il est clair. Je pense que c'est évident. Bien, il y a une question? Non, c'est juste une remarque parce que là, on parlait de stigmatisation dans le cadre du mariage, etc. Mourad est au courant quand on parlait avec Iban Vélez qui travaille à Medellín en Colombie, que pendant des années, le gouvernement colombien mettait en prison des gens qui avaient des leishmanioses cutanées parce qu'ils étaient censés venir d'une zone de forêt où les FARC étaient. Ça fait partie de tout ça, de choses qui sont un petit peu compliquées. Bon. C'était un peu inattendu, hein, de la coca à la leishmania, on ne s'y attendait pas. Oui, mais il y a une dernière question, Pierre. Je n'ai pas voulu rentrer dans des choses diplomatiques, Jean, c'est pour ça. Attendez, Loïc, alors très rapidement, et on passe à la suite. Il y avait juste une question sur l'atteinte, alors que je retrouve la question, entre le lien en fait entre l'atteinte, voilà, l'étendue des lésions cutanées d'une leishmaniose cutanée survenue et le lien avec la forme et la survenue de la forme viscérale. Vraiment quelques instants parce qu'on est sur le timing, on est assez serré. Réponse rapide. Quand on a plusieurs lésions, plus de 10 lésions, c'est leishmaniose cutanée disséminée. Mais ce n'est pas viscéral. C'est viscéral uniquement. Les leishmanioses cutanées qui sont viscéralisées sont survenues sur un terrain de HIV. Mais il n'y a pas de lien dans les leishmanioses normales, entre guillemets. Voilà.